en 1978, en 1975 même, il y a des personnes qui sont réunies et puis qui ont eu l'idée de créer une association dont le travail serait de participer à l'intégration des nouveaux habitants. Qu'ils soient en difficulté ou non, l'idée était de participer à l'intégration urbaine et de permettre de proposer de véritables dispositifs d'inclusion, d'intégration sociale dans la ville. Et donc en 1978, ils ont construit leur premier bâtiment, les Villageoises, qui se trouve à Olinande, à la Justice à côté, qui est un bâtiment qui accueille depuis 1978 des centaines de personnes qui sont dans des trajectoires d'arrivée, d'intégration et qu'on essaie d'accompagner pour entrer dans la ville, dans la vie sociale locale, le travail, la mobilité. Donc ils sont accompagnés par des travailleurs sociaux, il y a des outils d'inclusion, d'intégration. On va y revenir, hein, mais centre de loisirs, ateliers d'insertion par la restauration, il y a plein d'outils différents qui existent. Et c'est le travail donc qui est mené. Donc ce que je vais vous proposer, c'est je vais vous présenter déjà les invités. Je vais leur passer le micro, ils vont chacun se présenter avec leur prénom et puis après on va faire un petit échange pour voir un peu qui ils sont, comment ils sont arrivés là et qui nous parlent d'eux. Bonjour, je m'appelle Tama. Bonjour, je m'appelle Marianne. Bonjour, je m'appelle Ali. Bonjour, je m'appelle Tahrir. Bonjour, je m'appelle Younes. Voilà, donc on va peut-être commencer avec vous, Tama. On habitait à Bordeaux et quand on était resté dehors plusieurs mois avec les enfants et on n'avait plus de logement depuis plusieurs mois, on avait décidé de déménager à Paris. Et à Paris aussi, on a passé plusieurs mois dehors et alors, on a dormi à l'hôpital, sur les chaises et tout. Et après, on a été, par l'organisme de CAO, on a passé au foyer villageoise. Et là, au foyer villageoise, on nous accompagne avec notre démarche et voilà. Alors qu'est-ce qui vous a amené en France ? En France, en fait, comme je voulais dire que je suis en France par rapport à mes enfants. Parce que moi, comme j'étais petite, je n'avais pas d'enfance. Mon enfance, il était terminé à 7 ans. Parce que quand j'avais l'âge de 7 ans, la guerre a commencé au Tchétchénie. Et on est dormi dans les caves, dans les vestes, dans les chaussures, parce qu'on ne pouvait pas les enlever. Et on pouvait n'importe quel moment, il va falloir courir et tout. Et on ne pouvait pas allumer la lumière parce que les capteurs, ils pouvaient voir en dessous de la porte la lumière et tout. Ils pouvaient attaquer en direct la cave et on serait morts tous en fait. Et comme j'avais les images qui dans les cinémas dans ma tête, comment les enfants ils dormaient dans les chambres bien lumineuses et en pyjama. Et leurs parents ils racontaient les histoires pour la nuit et j'ai rêvé à ça en fait. J'étais petite, j'avais pas grand rêve, mais après j'ai grandi, l'enfance j'avais pas vu en fait. Et quand j'ai grandi, j'ai dit je vais faire tout pour mettre mes enfants en sécurité. Et en France, je suis venue pour ça, pour que mes enfants ne voient pas tout ce que j'ai vu moi. Comme les gens, ils meurent devant moi, il y a des bombes qui tombent sur les gens, leur corps partout, les morceaux de corps et tout. En fait, c'est des images que j'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à oublier. Voilà. Et c'est pour ça que je suis en France. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous êtes arrivé ? Surtout qu'on a vu le premier rejet. En fait, on se trouvait dehors. C'était au mois de février et on ne savait pas quoi faire avec un enfant qui était opéré de cœur et on ne parlait pas bien français. Et voilà, on a dormi dans les voitures. Dormir dans les voitures, si on dit il ne va pas comprendre qu'est-ce que c'est s'il n'a pas vu ça une fois. Parce qu'on ne pouvait pas ni baisser les vitres, ni parce qu'il fait froid. On ne peut pas les monter parce qu'on ne peut pas respirer. Et un enfant qui rêvait, il réveille tout le monde. Il y a des bruits dans la nuit partout. Et voilà, c'était vraiment très très dur. Et je n'arrive pas trop tout raconter parce que ça me rappelle toutes les émotions, en fait. Voilà. Et à l'inverse, de quelles aides vous avez pu bénéficier ? Est-ce qu'il y a eu des solidarités autour de vous ? Je veux dire franchement que
il n'y avait pas trop de l'aide. Le 115, c'est vrai qu'on a souffert beaucoup avec l'absence de logement, mais après plusieurs mois qui ont passé comme ça, dans les difficultés, on a obtenu des hôtels, on a changé plein d'hôtels partout en Île-de-France, mais finalement on est arrivé aujourd'hui au foyer villageoise et ça fait 3 ans qu'on est là. Mariam, je vais vous donner la parole et je vais vous poser la même question. Comment vous êtes venue en France et quelles difficultés avez-vous rencontrées? Bonjour, j'ai arrivé en 2010 en France parce que la guerre entre Russie et Géorgie, Tbilissi. Et comme j'ai arrivé en France, après j'ai 115, je suis tombée enceinte et 115 il m'a pas donné place. Ça fait un an jusqu'à accoucher, je suis dehors, je suis dans la voiture, je dormais dans la voiture. Et comme j'ai accouché mon fils, je ne suis pas sortie dans l'hôpital parce qu'il n'y a pas de place, tout ça. J'ai sorti dehors, j'ai appelé 115 mais rien. Et après, j'ai dormi dans la voiture avec un petit enfant et ça fait 8 mois. Je suis dehors. Après, une dame qui m'a proposé son maison, elle habite à Paris. Et dormi chez elle, ça fait 3-4 mois après, tout le temps dans la voiture. C'est ça, après villageoise qui aidait. Non, ça fait 3 ans, on a aux villageoises. C'est ça. Autre chose? Non, merci. Merci Mariam. Voilà. Donc là, on est sur deux premiers témoignages. Bon, la particularité des villageoises, c'est qu'on est sur une résidence d'hébergement multiple. Donc là, Mariam et Tama sont en hébergement d'urgence. C'est un dispositif d'accueil inconditionnel qui passe par le 115 et qui permet donc d'héberger sur une durée indéterminée des personnes qui sont en rupture d'hébergement et souvent en situation administrative compliquée au niveau des papiers. Mais au niveau des villageoises, on a un accueil d'un public très multiple, c'est-à-dire qu'on va accueillir aussi des jeunes travailleurs qui sont sans solution d'hébergement ou vraiment touchés par la problématique du mal logement. On va accueillir des personnes âgées, il faudra en reparler, mais les personnes âgées sont elles aussi touchées par le mal logement qui est un symptôme de la pauvreté. On accueille des familles de plus en plus nombreuses, il y a 285 enfants actuellement dans nos structures. Et puis on accueille des hommes et des femmes isolés dans d'autres dispositifs. Donc voilà, c'est un projet d'intégration et d'inclusion qui passe par la mixité, l'étaiement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette machine à fabriquer des inégalités, l'exclusion, le fait de séparer les gens les uns des autres par rapport à leur richesse, à leur situation sociale, ça fait partie, pour moi, d'une vraie préoccupation. Parce que je pense que c'est quand on est séparés les uns des autres qu'on se retrouve isolés, qu'on est les plus vulnérables. Alors bien sûr, il y a la question de la situation administrative qui a été évoquée. Sans papier, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. On est obligé d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou plus. Mais je veux dire, il y a d'autres facteurs à côté qui sont importants à regarder. L'isolement, l'exclusion sont vraiment pour moi des questions cruciales en termes d'inégalité et de pauvreté. Après, il y a les questions bien sûr d'accès à la culture, de la scolarisation, de la mobilité. Si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas rencontrer les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, notre action, elle est vraiment elle est axée sur ce travail d'inclusion globale qui consiste donc à proposer aux personnes qu'on accompagne et qu'on héberge un accompagnement global, un accès à la culture, aux loisirs, à la mobilité, un accompagnement professionnel aussi, à la formation et à l'emploi. Parce que bon, il faut être équipé pour pouvoir rentrer dans la ville et surtout pour pouvoir y rester. Voilà. Donc je vais passer la parole à d'autres personnes. Il s'agit d'un couple et là on n'est plus sur de l'hébergement, on est sur de l'insertion professionnelle. On est dans le cadre d'un chantier d'insertion en restauration. Donc je vous présente, je vais les laisser se présenter puisqu'on va avoir l'aide d'un traducteur.
Mais ce traducteur, en l'occurrence, c'est aussi notre chef de formation insertion par la restauration. Alors avant, je vais laisser le couple se présenter. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ali. Je suis irakien. Je suis journaliste. Je suis désolé, il n'y a pas parlé français bien. Moi, c'est le partir de France 2015. C'est ça. Je m'appelle Tahrir, je suis irakien. Je viens de France en 2015 avec la famille. On a préparé quelques petites questions, comme ça va enchaîner un peu leur parcours. On va commencer par la première question. C'est pourquoi vous avez quitté Bagdad? احنا اتينا من العراق في عام 2015 من بغداد إلى تركيا تقريبا 9 دول ثم وصلنا إلى فرنسا. Alors on a quitté Bagdad en 2015, on a fait 9 pays avant d'arriver en France. تقريبا تعدينا 9 دول وكانت السفرة أنا أسميها سفرة الموت 40 يوم. Alors c'était un long et périble voyage de 40 jours que moi personnellement et ma famille on appelle le voyage de la mort. وكانت الرحلة جدا متعبة لا توصف بالكلام ولكن كانت أكثر من موت. Alors je trouve pas les mots pour bien décrire ce voyage-là, mais je crois que la mort c'est plus facile. وحينما وصلنا إلى فرنسا ردت الحياة إلينا. Et en arrivant en France, la vie est revenue. أبي وأمي أتوا في إلى الحياة وفرنسا رجعت للحياة. Alors, mon père et ma mère m'ont mis au monde et la France m'a remis la vie. Voilà. تعلمت من الفرنسيين حكمة جميلة بوتي تابوتي الوازو في سوني. Alors on va passer d'abord, on va savoir ce que monsieur et madame faisaient en Irak avant de venir en France. أنا كنت جورناليست في البلدية بغداد ومن بعدها صار انفجار على البيت مما أدى إلى ضربي في رأسي والحديد صار في جسم زوجتي وتركنا العراق. Alors monsieur, il était journaliste dans une chaîne nationale à Bagdad. Il a eu des coups de feu, plein de coups de feu, une maison qui est tombée sur eux et après ils ont quitté l'Irak. أنا كنت أعمل في المطبخ كويزين إيراكيان. Et madame travaillait dans un restaurant irakien. D'accord. Alors on va passer à la question suivante, c'est pourquoi avez-vous choisi la France parmi tous les pays qui peuvent accepter des réfugiés? أنا بما أنه أنا دارس الصحافة فلدي ثقافة أنه بلد الإنسانية وحرية الرأي في العالم هي فرنسا والمساواة وإن كانت في صعوبة في الرأي أو الرأي الآخر ولكن في مساواة. Alors monsieur, il a étudié tout ce qui est journalisme et tout ça, et apparemment il est venu pour la liberté, égalité et fraternité. Voilà. On va passer à la question suivante. Alors, on ne va pas reparler de votre voyage, on a bien compris que c'était très pénible. On va passer directement à votre arrivée en France et à l'accueil que vous avez eu. حينما وصلنا إلى فرنسا وجدنا كما هذه الوجوه الطيبة ناس استقبلتنا في لاباز دو لوزير في سيرجي. Donc quand on est arrivé, on a trouvé des visages aussi souriants que vous, hein, à la base de loisirs de Cergy. ومن بعد تقريبا بقينا أكثر من شهر وأعطونا في دار في كردموش. On a passé un mois à la base de loisirs et après on a eu un logement à Cour-du-Manche. ولكن في هذه المناسبة أحب أنقل تعازي إلى عائلة مسيو جويل موتيل كان لي صديقا وكان إنسانا رائعا الذي فقدناه من أكثر من 10 أيام.
Alors, feu Monsieur Joël Motel était vraiment pour nous quelqu'un qui nous a tendu les deux bras et qui nous a aidés pour toutes les procédures à faire. Une petite dernière question. Qu'est-ce que vous faites maintenant? الآن أنا أعمل في الباتيمو لأن اللغة الفرنسية صعبة والجورناليست الفرنسي لازمه إنسان عنده الأكسنت الفرنسي وإذا مو عنده الأكسنت لازم يكون عنده l'entretien le français bien وأنا لا أستطيع في الوقت الحالي. Malheureusement, j'ai pas pu me convertir en journaliste, mais pour le moment, je fais une formation en bâtiment et je travaille en bâtiment. Et pour madame? Maintenant, les formations, le restaurant collectif, أتعلم وأشتغل في نفس الوقت في الجوات لمدة عامين. Maintenant, je suis en formation en chantier d'insertion aux villageoises. Je travaille et j'apprends en même temps. Et je vois l'avenir plus clair chez les villageoises. Monsieur Benbouziane, je vais peut-être vous proposer de présenter votre activité. Je disais que l'appui Appui les villageoises travaille sur l'hébergement logement, sur l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale en général. Et on va vous présenter un outil, parmi d'autres, qui est animé, piloté par Monsieur Benbouziane. Bon, je me présente, je suis Benbouziane Younes, je suis encadrant technique au chantier des villageoises, chantier d'insertion en restauration. On reçoit un public des communes voisinantes qui est bien particulier, hein, avec bien des spécificités. On a commencé en 2017, c'est notre 3e année. On a eu 3 promotions, on a un bon taux de réussite, on a bien pu placer des gens en CDI. On fait que commencer, hein, c'est pas fini. On essaie de transmettre pas mal de savoir, on ne se limite pas à la cuisine. On fait aussi du service à table, on fait du traiteur. En fait, on essaie de faire tout pour élargir le champ de travail, que les gens puissent facilement trouver du travail ailleurs. Voilà. Et pour le moment, c'est, voilà, bon, année après année, on s'améliore, on a encore plein de choses à faire, mais je crois que l'insertion joue un rôle dans l'intégration des gens en France en tout cas. Monsieur Benbouziane, donc, qui est formateur en insertion par la restauration, service à table, traiteur, confection. Ce sont des entrées-sorties permanentes pour 6 personnes qui sont en accompagnement sur un plateau technique dans notre restaurant de Saint-Vancouver à Cergy-la-Justice, qui font du traiteur, de l'accueil séminaire, et donc c'est à travers ces actions qu'ils peuvent se former. Ils sont également accompagnés par le PLI, donc c'est un conseiller professionnel qui les suit dans le cadre de leur parcours de formation, et donc ils ont des formations théoriques également. Donc voilà un outil. Tout à l'heure vous avez vu le centre de loisirs, un centre de loisirs pour les 3-12 ans qui permet d'accueillir un tarif très social des enfants qui n'auraient pas forcément accès à un espace de loisirs et un repas journalier durant les vacances et le mercredi. Donc ce sont des outils parmi d'autres. Et puis ce que je vais proposer maintenant, c'est je vais vous montrer aussi le travail qu'on fait avec d'autres associations, puisqu'on ne prétend pas travailler tout seul. Je pense que les solidarités, pour ceux qui en sont acteurs, qui montent des initiatives, elles doivent être l'objet de travail collaboratif, partenarial, parce qu'elles se partagent avec d'autres personnes. Voilà, je vais vous remercier, je vous remercie infiniment. Je voulais faire une toute petite parenthèse de témoignage par rapport à l'appui villageoise, puisque ma maman a eu la chance d'être accueillie en tant que personne âgée aux villageoises, et j'ai trouvé que c'était un projet formidable, une alternative à des maisons de retraite parfois trop souvent, qui ressemblent trop souvent à des mouroirs. Là, c'est vraiment un lieu de vie. Et ce mélange de population, je trouve, est une vraie leçon, et je pense que ça devrait vraiment être étendu. Voilà, sur tous les plans, l'accueil des personnes en difficulté, l'accueil des personnes âgées, les gens en situation d'urgence, les enfants. Et c'est vraiment du coup un lieu de vie, et non plus un mouroir, un ghetto pour une partie de la population en particulier. De lutte contre les inégalités sociales. Alors, bonjour à tous, moi je suis Patricia Bernard, je suis la vice-présidente et la chargée de communication de l'association Culture Solidaire. Bonjour à tous, moi je m'appelle Roxane Reblicos, donc je suis co-responsable du pôle Solidarité à Culture Solidaire. On a 3 pôles d'action, en plus de cette solidarité, on a aussi un pôle de protection du vivant, donc tout ce qui est animal, humain, environnement. Et on fait aussi de la promotion culturelle et artistique, et puis donc la solidarité, parce que tout ça en fait c'est lié. Nos actions sont assez diverses, en fait le but
c'est principalement de sensibiliser donc, sur ces 3 pôles et puis de créer aussi du lien, parce que nous, on estime que seul, on peut aller vite, mais qu'à plusieurs, enfin ensemble en tout cas, on va plus loin. Voilà. Et on est aussi, nos valeurs, c'est principalement la tolérance, la bienveillance et le partage. C'est notre valeur première. Et c'est pour ça qu'en fait, on partage avec des associations comme la PUI, mais d'autres comme XPU, comme United et d'autres. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Pour ce qui est des actions qu'on va mener, on mène notamment des maraudes. Il y en a une ce matin, donc vous pouvez voir quelques photos. On a aussi commencé ce matin un projet de photos parce qu'on se disait que ça pouvait être un moyen de communiquer un peu différent, qui attire l'œil, qui est aussi une façon de donner de la visibilité à des personnes pour qui, donc les personnes notamment dans la rue, pour qui le regard est parfois difficile, et de donner aussi de la visibilité aux actions solidaires qui sont menées sur le territoire. Donc on espère que ces photos vont pas juste rester sur une clé USB et qu'un jour peut-être elles seront exposées dans un lieu comme ici. Et prochainement, donc, il va y avoir aussi donc, une maraude de Noël, le jour de Noël, et un repas solidaire. Donc le soir du réveillon de Noël, on va accueillir à la PUI 80 personnes en situation d'isolement. Et donc avec tout un tas d'actions aussi à côté pour essayer de pouvoir leur offrir aussi des cadeaux, enfin un repas. Et donc voilà, donc on s'est lancé dans une recherche aussi de dons alimentaires pour pouvoir soutenir cette action et puis pour pouvoir en faire d'autres. Voilà. Globalement, dans l'association, on est tous un peu du coin et c'est des choses qui nous tiennent à cœur et que je pense qui méritent d'être portées un peu plus loin sur le territoire. Voilà. Alors, donc nos actions, elles sont notre adresse à Cergy, c'est 9 la Justice Mauve, donc à côté des Linandes, des villageoises, donc, parce que j'entends qu'on nous demande l'adresse. Donc voilà, c'était simplement pour vous montrer des exemples. On ne prétend pas avoir les réponses à tout, mais en tout cas de vous montrer que des actions locales sont possibles, que chacun peut être acteur d'actions de solidarité. Il y a des actions professionnelles, il y a des associations avec des bénévoles, et on peut se retrouver autour d'actions convergentes. J'en profite juste pour dire que notre travail est soutenu, sera soutenu par la Fondation de France qui s'intéresse aux actions qu'on est en train de développer sur la question de l'isolement et de l'inclusion sociale. Je vous remercie. Bonsoir. Comment se fait le financement pour vos actions ? Alors, on travaille sur un financement à 90% d'État, donc à travers le ministère de la Cohésion sociale, la DDCS, Service déconcentré de l'État, pour différents types d'hébergements. Ensuite, on est financé par l'Europe, le conseil départemental. On a des conventions avec des villes, des associations, pour accueillir des publics d'horizons multiples qui sont sur des problématiques d'hébergement, de logement et d'intégration sociale. Et qu'on va accompagner sur une période de 12, 24, 36 mois ou plus, dans une trajectoire d'intégration globale dans la ville. Donc la finalité, c'est souvent le relogement, dans le logement social qu'on appelle de droit commun, on va dire le HLM, quoi, le parc HLM, mais pas que, on a d'autres objectifs pour d'autres publics. Voilà. Et donc ces financements nous permettent vraiment d'avoir un accompagnement global de tous les publics qu'on accueille, soit à travers de l'hébergement, soit à travers des activités, puisqu'on n'a pas que de l'hébergement, il y a des ateliers langue des signes, d'apprentissage du français, etc., etc. Merci.